Donc il y aura deux parties, c'est pour ça que nous sommes deux. Donc il y en a une qui va rappeler brièvement les contours de ce que c'est que la physique quantique. Donc c'est Bertrand qui va s'en charger, eu égard à son doctorat de physicien des particules. Et l'autre partie, c'est sur la médecine quantique et qui tire son nom et qui tire sa légitimité de la première, et dont je vais m'occuper. La légitimité douteuse. Bon, il faut que je rajoute légitimité douteuse. Bon. Alors, avant d'entamer cette conférence, d'abord une présentation briève de l'AFIS. C'est un acronyme, l'Association française pour l'information scientifique, qui est née en 1968, donc c'est assez ancien. Donc, trois actions principales. D'abord, promouvoir la science et dénoncer les pseudosciences, rétablir la vérité des faits sur certains thèmes très médiatiques. Bon, le dernier en date, hein, c'est par exemple le communiqué qu'il y a eu en réaction à un numéro de l'Obs sur le cancer du sein, sur l'épidémie de cancer du sein, que vous pouvez trouver sur le site de l'AFIS. Et puis aussi combattre d'une certaine façon ceux qui usent de son nom, c'est-à-dire de la science, pour couvrir des entreprises qui sont tout sauf scientifiques. L'AFIS, c'est aussi un site, donc il suffit de taper AFIS sur Google et vous tombez tout de suite sur le site en question, et une revue, donc vous avez des exemplaires à ma droite, qui sont à raison de 4 numéros par an en moyenne. Alors, nous allons nous intéresser au comité local, dont je suis effectivement le président. Donc, il y a quelques membres fondateurs. Donc, dans le réseau, nous avons, évidemment, c'est une association, hein, loi 1901, avec un président, un trésorier, un secrétaire. Le secrétaire, vous l'avez vu, il est près des numéros. Et donc, on a aussi, qui n'était pas sur la photo à l'époque, donc Didier et puis et Bertrand. Et puis c'est aussi un groupe, hein, vous avez l'adresse du groupe en question, le Google Group. Voilà, et puis nous avons aussi notre site grâce à notre secrétaire, et nous essayons de développer un peu les dossiers locaux. C'est pour laisser la place à Bertrand qui va vous emmener dans le monde quantique. Merci Christophe. Oui, donc je vais essayer en un quart d'heure, 20 minutes, de dire un peu ce qu'est la physique quantique et ce que n'est pas la physique quantique, et comment elle se rattache à la physique de tous les jours, à notre physique de tous les jours. Donc, ce qu'on appelle la mécanique quantique, c'est un ensemble de lois, un ensemble d'une théorie, disons, qui a été développée à partir du début du XXe siècle, parce qu'on n'arrivait pas du tout à expliquer ce qu'on observait au niveau principalement des particules élémentaires, des atomes, des noyaux. Et progressivement, ça s'est développé, on s'est rendu compte que ça rendait bien compte de la réalité, et donc de la mécanique quantique qui régit un peu les interactions entre les particules. On est arrivé à la physique quantique qui décrit le monde de façon plus générale, et c'est un monde qui nous paraît assez étrange, qui a un certain nombre de caractéristiques qui vont contre le sens commun. Par exemple, l'écoulement du temps n'est pas le même sur un objet qui se déplace que sur un objet fixe, j'y reviendrai, qu'une particule, en fait, c'est en même temps une onde, et qu'une onde est en même temps une particule, ce qu'on appelle la dualité onde-particule, dont on ne sait plus très bien de quoi on parle, que l'énergie d'une particule ne peut pas varier de façon continue, elle varie par source, qu'on appelle les quanta, d'où le terme de mécanique quantique, et que, par exemple, il y a beaucoup de choses étranges, on ne peut pas connaître précisément en même temps la vitesse et la position d'une particule. Si on connaît très bien sa position, on connaît mal sa vitesse, et vice-versa. Donc un ensemble de choses assez étranges, mais qui font partie intégrante, qui sont des conséquences de la théorie, qui par ailleurs rend très bien compte de ce que l'on observe dans les expériences. Donc tout ça c'est décrit
par un formalisme mathématique qui est très abstrait. On ne peut pas vraiment se faire une image mentale du monde quantique. Autant le monde à notre échelle et au-dessus de notre échelle, on peut se le représenter parce qu'en fait, ça correspond à notre expérience de tous les jours. Autant là, il n'y a vraiment pas une image mentale. Il y a plein de paradoxes. On aboutit à plein de paradoxes, que je n'ai pas le temps de décrire, mais des histoires de chats qui sont à la fois morts et vivants, des histoires de particules qui sont liées même à distance et sans qu'il y ait pour autant transmission d'informations à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Et pourtant, donc, malgré toutes ces bizarreries, la mécanique quantique décrit très bien les phénomènes et permet de faire des prévisions qui sont exactes. Donc elle est valide. Bon, elle est toujours sujette à révision comme toute théorie scientifique, mais elle fonctionne très bien. Alors le message surtout que je voudrais faire passer dans ce quart d'heure, c'est que ça n'est pas un autre monde, il n'y a pas le monde de tous les jours et le monde quantique. Simplement, à notre échelle, la plupart des effets quantiques ne sont pas décelables, ils sont imperceptibles. Je vais vous montrer quelques exemples. Parce que dans notre monde de tous les jours, les vitesses sont faibles, les masses sont importantes et le nombre d'atomes est considérable. Alors que la mécanique quantique s'applique dans toute sa complexité, elle s'applique surtout à des particules très petites qui se déplacent très vite et qui ont une masse extrêmement faible, sinon nulle. Mais dans notre monde, la mécanique quantique, qui s'applique toujours, mais elle redonne alors en première approximation, enfin même en deuxième ou en troisième approximation, elle revient à la mécanique classique. Et c'est ça que je voudrais vous montrer sur 2 ou 3 exemples. Donc par exemple, une des constantes qui intervient souvent en mécanique quantique, c'est la vitesse de la lumière. Rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière, et la vitesse de la lumière est la même, quel que soit l'endroit d'où on la mesure, que cet endroit soit statique ou soit en mouvement. Et cette vitesse, c'est 300 000 km à la seconde. Pas km à l'heure, c'est km à la seconde. Donc c'est un chiffre très très élevé. Par exemple, la vitesse d'un Airbus, d'un avion, dans les mêmes unités, c'est 0,3 km par seconde. De la même façon, la masse d'un proton, qui est typiquement proton constituant des noyaux, des atomes, qui est typiquement à l'échelle des phénomènes quantiques, c'est 10-24 grammes, c'est-à-dire 0,2401 grammes, alors que la masse d'une bactérie, c'est pas beaucoup, c'est 10-12 grammes, mais ça fait quand même 1 million, 2 millions de fois plus. Une bactérie, c'est énorme par rapport à un proton. Par exemple, si on pense à un petit virus, il y a environ au moins 1 million d'atomes dans un petit virus. Donc, avec une bactérie ou avec un virus, on est en fait déjà à notre échelle. On n'est plus à l'échelle où les phénomènes quantiques sont sensibles. Alors, 3 exemples. Un exemple touchant à la relativité, à la dualité onde-particule et à la radioactivité. Alors, la relativité, vous connaissez bien le paradoxe, je pense. Un objet qui se déplace à une vitesse proche de la lumière, sur un objet qui se déplace à une vitesse proche de la lumière, le temps est ralenti par rapport à un point fixe. Et donc là, on a un astronaute qui dit au revoir à un collègue avant d'embarquer sa fusée, et après avoir fait un périple de quelques années à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, il revient. Lui n'a pratiquement pas vieilli, et son collègue a beaucoup vieilli. Le temps s'est écoulé beaucoup plus lentement sur la fusée que sur la Terre. Et ça, c'est décrit par des formules mathématiques tout à fait précises, calculables, et que l'on peut vérifier. Par exemple, effectivement, dans mon existence antérieure de physicien des particules, on regardait des particules par différents moyens d'observation. Ici, c'est ce qu'on appelle une chambre à bulles, où la particule, si elle est chargée, peut laisser des traces. Et ça, c'est une particule instable qui s'appelle un K-, qui se désintègre à partir de ce moment-là, en donnant une autre particule qui s'appelle un pi-, et puis des photons de très grande énergie qu'on ne voit pas parce qu'ils interagissent très peu avec la matière, mais qui traversent ici une petite lame de plomb et qui donnent naissance à des couples d'électrons positifs et négatifs. Bon,
tout ça, c'est pour dire que ces particules qui sont presque infiniment petites, qui se déplacent presque à la vitesse de la lumière, on peut les voir, on peut les mesurer, on peut voir combien de temps elles vivent, elles ont une durée de vie très brève. Eh bien, pour une particule de ce genre qui se déplace à 270 000 km à la seconde, ce qui est tout à fait courant dans ce qu'on observe dans des accélérateurs de particules comme l'accélérateur du CERN à Genève, pour une telle particule, le temps est ralenti de moitié. Donc ça, on le voit très bien, on voit la longueur de la trace, on peut en déduire, et on peut prévoir quelle sera la longueur de la trace d'une certaine particule, et c'est parfaitement décrit par la mécanique quantique. Mais par contre, si on considère un Airbus donc, qui vole à 1000 km à l'heure, ce qui fait, comme on l'a vu tout à l'heure, 0,3 km à la seconde, on peut calculer de combien le temps va être ralenti à bord de l'Airbus sur un trajet Paris-New York qui dure 6 ou 7 heures. Et on trouve que sur ces 6 ou 7 heures, le ralentissement du temps est égal à 0,000000001%, ce qui fait, vous voyez, une petite fraction de microsecondes sur un trajet Paris-New York. Autant dire que c'est indétectable, non mesurable, et ça ne se voit pas du tout. Donc, la relativité s'applique à bord d'un Airbus, simplement le changement par rapport à la mécanique classique est tellement infime qu'on ne le voit pas. Si on considère un satellite, par exemple les satellites qui servent à faire fonctionner votre GPS, lui se déplace à 14 000 km à l'heure, donc nettement plus vite qu'un Airbus. Le ralentissement est un peu plus grand, il y a un peu moins de zéro, et ça fait en fait un décalage de quelques microsecondes par heure. Et là, en fait, c'est suffisant pour qu'on doive en tenir compte, parce que les satellites GPS embarquent des horloges extrêmement précises qui sont indispensables pour le calcul qui vous indique presque instantanément dans votre voiture où est votre voiture. Et là, dans les calculs de localisation, le tout petit ralentissement du temps à bord du satellite est pris en compte. Donc c'est un effet quantique qui est petit, mais pour des mesures de très grande précision comme celle qu'on fait avec un GPS, est mesurable et doit être pris en compte. Alors deuxième exemple, c'est la dualité onde-particule. Donc ici c'est l'expérience classique qu'on appelle l'expérience de diffraction. Oubliez ce petit point-là, j'y viendrai ensuite. On envoie de la lumière par une fente sur un endroit où il y a deux fentes très fines, et au lieu d'observer un point lumineux ici, un point lumineux là, on voit ce qu'on appelle des franges, c'est-à-dire des successions de bandes claires et de bandes sombres. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'interférence, l'onde qui est partie d'ici et qui a été séparée en deux. Il y a un phénomène d'interférence, positif ou négatif, qui fait que l'on observe ce type de schéma. Et en fait, ce type de résultat, on l'observe aussi si on envoie, au lieu d'envoyer de la lumière, on considère en général comme une onde, mais qui est aussi formée de particules, qu'on appelle des photons, mais on l'observe aussi, par exemple, si ce qu'on envoie ici, ce sont des électrons. Donc là, ce sont franchement des particules qui ont une masse très petite, mais une masse précise. Eh bien, les électrons, eux aussi, bien qu'on ait l'habitude de les voir comme des particules qui vont passer par un trou ou par l'autre, et qui, a priori, n'ont pas de raison d'interférer entre eux, on observe bel et bien une image d'interférence. Et donc, un électron, il a, selon l'expérience que l'on fait, soit un aspect plutôt de corpuscule, soit un aspect de particule, soit un aspect ondulatoire. Et ce type d'effet, la longueur d'onde, si vous voulez, est de plus en plus petite au fur et à mesure que la masse de l'objet augmente. Et en fait, les objets les plus gros pour lesquels on ait pu observer l'onde dans ce genre d'expérience sont des objets qui comportent 60 atomes, donc c'est encore relativement petit. Et donc, il y a bien une bactérie, il y a bien aussi une onde associée à une bactérie, il y a bien une onde associée à une balle de tennis, mais cette onde a une longueur d'onde tellement courte qu'elle n'est absolument pas observable.
Donc de nouveau, on retombe sur une vision qui correspond à la mécanique classique. Et cette dualité entre particules, elle ne se manifeste que si l'on regarde les choses à l'échelle de tout petits atomes ou de constituants des atomes. Dernier point, la radioactivité, qui est à la fois aléatoire et en même temps parfaitement prévisible. Si on prend par exemple l'exemple du carbone 14, vous savez, qui sert souvent pour, dans la mesure de l'âge d'un sédiment, ou d'un échantillon de bois par exemple, le carbone 14 est une forme instable du carbone qui se désintègre en donnant un atome d'azote et puis un électron, un neutrino. Bon, les détails ne sont pas importants. Et ça émet ce qu'on appelle un rayonnement bêta, et ça se détecte très facilement avec le compteur Geiger qui est photographié ici. Et bien, en fait, à l'échelle d'un atome de carbone 14, on ne peut absolument pas dire quand cet atome va se désintégrer. Même si on attend 1000 ans, la probabilité qu'il se désintègre dans la minute qui suit reste exactement la même. C'est-à-dire qu'il y a une certaine probabilité, on sait qu'il y a une probabilité d'un demi de se désintégrer en 5730 ans. Mais si on attend 5730 ans et qu'il ne s'est pas désintégré, on ne sait rien de plus. Donc il n'y a pas de vieillissement des noyaux, mais en même temps, la probabilité pour chaque noyau de se désintégrer est précise et permet donc, si j'ai un échantillon de carbone 14, par exemple si j'en prends 1 microgramme, c'est pas beaucoup, ça fait, on peut calculer que ça fait 40 millions de milliards d'atomes, et à ce moment-là, on calcule que chaque seconde, il s'en désintègre 150 000, avec une toute petite variation, puisque c'est un phénomène probabiliste, statistique, et donc on sait parfaitement que sur ces 40 millions de milliards d'atomes, il en restera 20 dans 5730 ans, et puis au bout de 11 460 ans, il en restera 10 millions de milliards, et ainsi de suite. Donc, bien que le moment auquel un atome va se désintégrer soit complètement imprévisible, on peut parfaitement savoir ce que va devenir cet échantillon de carbone 14 et combien il en restera au bout de n'importe quelle période de temps qu'on veut définir. Donc, je vais terminer ma partie. Donc, le monde quantique n'est pas un autre monde. Nous vivons dans un monde quantique. Les lois physiques quantiques sont universelles. Elles s'appliquent aussi bien à une particule qu'à un humain ou qu'à la Terre ou à la Lune. Simplement, à notre échelle, il y a une version simplifiée, qui est ce qu'on appelle la mécanique classique, qui est la mécanique qu'on avait définie avant de tomber sur ces problèmes qui ont obligé à modifier la mécanique. Donc la version simplifiée est valable à notre échelle, et la plupart des effets quantiques n'ont pas de conséquences mesurables, visibles à notre échelle. Ce qui n'empêche que l'on peut, par exemple, on a pu développer les lasers, comme ce laser avec lequel j'éclaire. Il repose typiquement sur un phénomène quantique au niveau de l'excitation d'atomes qui sont contenus à l'intérieur de cet objet. Voilà ce que je voulais dire, donc je repasse la parole à Christophe. Donc, après ce rappel, ce b.a.-ba sur la physique quantique, vous n'avez pas le temps de vous reposer, car il faut aborder maintenant un domaine plus flou, celui de la médecine quantique. Donc là, on va se promener dans la jungle des pseudomédecines. Donc moi, je suis un chercheur professionnel, par contre, je suis un chasseur de pseudosciences tout à fait amateur, hein, comme à n'importe quel titre, vous pourriez l'être également. Hein. Je n'ai pas de reconnaissance spéciale par rapport à ça. Voilà. Donc, au rayon de la vulgarisation, donc en fait, là j'ai mis un ouvrage parmi les centaines qui existent. Hein, donc, les ouvrages sont facilement accessibles. Donc là, vous avez un auteur qui s'est spécialisé un peu dans les
des choses parallèles. Il a fait un B.A.-BA de la psychogénéalogie, de la numérologie prédictive, et en 2007, il a pondu le B.A.-BA de la médecine quantique. Et il est rappelé en toute couverture que l'étude de la cellule, selon une approche quantique, révèle l'existence d'une communication cellulaire. Et en fait, il fait allusion ici à le concept fondateur, le concept de biophoton d'un biophysicien. Il y avait vraiment un scientifique au départ qui s'appelle Fritz Haber-Popp. Voilà, donc ça, c'est un peu le point, juste pour caractériser le point de départ. Et ensuite, du biophoton à la cellule, puis de la cellule à l'organisme, on arrive de proche en proche puisque la mécanique quantique avait remis en cause d'une certaine façon la mécanique classique, et bien de la même façon, il faut remettre en cause les fondements de la physique, de la chimie, de la biologie, et donc la médecine n'échappe évidemment pas à cette remise en question. Et la médecine quantique est devenue, comme j'ai écrit, une contribution incontournable à notre arsenal thérapeutique actuel. Ça, c'est pas moi qui le dis. Donc, de façon très proche, j'avais vu dans un kiosque donc, le dernier numéro de Inexploré, enfin d'avril 2016, qui est une émanation d'un sérieux institut, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, et donc qui nous annonce d'emblée que la révolution quantique, elle est là, et qu'on peut s'en saisir pour libérer le potentiel de notre existence. Voilà, il nous faut, j'ai souligné, il nous faut changer notre manière de percevoir le réel. Donc tout ça pour vous dire qu'on est en plein dans l'actualité. Effectivement, ça a été rappelé par l'intervenant de la Mivilude. La médecine quantique, comme beaucoup de médecines parallèles, sont en expansion, comme l'univers. Alors, on a affaire un peu à un processus alchimique. À gauche, vous avez donc la science, à droite, la pseudoscience. Je ne suis pas trompé, j'ai bien mis la physique quantique du bon côté. Donc nous sommes dans le monde des particules, dont Bertrand vous l'a bien indiqué, et il y a une transposition un peu abusive au monde à notre monde, le monde des humains. Alors il y a comme ça des parallèles, en fait, il y a une transposition, une transmutation, je dirais, parce que j'ai parlé de processus alchimique, où par exemple, on a parlé de la dualité onde-corpuscule, et bien elle est traduite en pseudosciences, en médecine quantique, en dualité corps-esprit. Puis vous avez comme ça beaucoup de glissements sémantiques, par exemple l'énergie discontinue, ce qui a donné le nom de Quanta. Maintenant, évidemment, l'énergie, c'est un mot un peu tout venant du vocabulaire commun, qui n'est pas effectivement l'énergie au sens où l'entendent les physiciens ou les biologistes comme moi. Vous avez aussi, par exemple, le saut quantique, effectivement, c'est un changement brusque d'état pour une particule, et pour la médecine quantique, c'est un changement de vie. Voilà. Donc des fois, c'est des petits glissements très, très simples. Donc d'un côté, vous avez quelque chose, malgré les explications de Bertrand, c'est quand même complexe, et en tout cas contre-intuitif, et là, on vous transforme quelque chose entre quelque chose qui est simple, voire évident, puisque tout le monde connaît l'énergie, ce mot, comme le stress et tout ça, c'est des mots de la vie de tous les jours. Donc vous avez d'un côté un discours que je qualifie de réfutable, il n'y a pas que moi qui le qualifie d'ailleurs, ainsi, et puis un discours d'hyperformatif. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc c'est pour juste très rapidement, il ne s'agit pas de faire d'épistémologie ici, discours scientifique réfutable, enfin l'ouvrage fondateur à ce niveau, c'est celui d'un philosophe des sciences, Karl Popper, qui a pondu un ouvrage en 1934, traduit en français depuis, préfacé par Jacques Monod à l'époque, La logique de la découverte scientifique. Donc, une affirmation est scientifique si elle est réfutable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est possible de la tester expérimentalement et éventuellement de la contredire. C'est-à-dire qu'on a une hypothèse, on la teste expérimentalement, on la confirme ou on l'infirme. On a cette possibilité. Par exemple, la dualité onde-corpuscule, eh bien, elle repose sur des expériences. Bertrand vous a montré que des expériences de diffraction peuvent apprécier cette dualité. Au contraire, le discours pseudo-scientifique il est performatif. Alors, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une affirmation performative? Et en fait, je fais référence là à un autre philosophe, John Austin, qui aussi dont le nom est associé à un ouvrage relativement populaire qui s'intitule donc Qu'en dire, c'est faire. Donc en fait, c'est l'idée qu'il suffit d'écrire une notion pour que cette notion existe.
Donc, alors vous pouvez voir sur la couverture, il y a par exemple "Je vous marie", ça c'est effectivement un discours performatif, c'est le maire qui déclare des individus mariés. Et ils passent effectivement, ils font effectivement un saut quantique, hein, ils étaient rien, et puis ils deviennent mariés par juste le fait de nommer l'événement. Voilà, donc c'est un peu ça le discours performatif, hein, et donc ça effectivement ça dispense de toute vérification expérimentale. Alors par exemple, je prends une phrase, mais il y en a plein. "Toute maladie vibre selon une certaine fréquence." Voilà, ça c'est un discours performatif, puisque vibre, on ne sait pas quelle vibration, comment la mesurer, et puis la fréquence, évidemment, certaines fréquences. C'est comme un certain temps pour le refroidissement du fût du canon, n'est-ce pas? Alors, donc la médecine quantique tire sa légitimité, hein, c'est l'arbre de la médecine quantique, parce que c'est un arbre en pleine expansion, et donc il tire ses racines, son substrat de la physique quantique, avec de façon sous-entendue un syllogisme. La physique quantique est une révolution scientifique, là je ne peux pas dire le contraire, c'est vrai, c'est avéré, et ben, la médecine quantique en emprunte directement les concepts, de façon implicite. Donc, la médecine quantique est scientifiquement prouvée. Ça, c'est pas dit tel quel, mais c'est un petit peu le discours sous-jacent. Alors là, j'oppose deux visions, effectivement, de l'acquisition enfin, d'un côté aux connaissances de l'autocroyance. Donc d'un côté, vous avez la physique quantique. Effectivement, c'est difficile. C'est une porte blindée. Il va falloir faire des efforts, quelques années d'études. C'est comme apprendre le chinois. Et puis, il vous faut un code. Le code, c'est juste un esprit critique, raisonné, raisonnable, basé sur la raison. Voilà. Et si vous faites suffisamment d'efforts, vous allez pouvoir ouvrir cette porte blindée et accéder quand même au trésor des connaissances cachées derrière. La médecine quantique, bah là, c'est facile. C'est une porte de saloon. Bon, donc ça s'ouvre assez facilement, vous le savez. Et c'est facile à pousser. Donc, effectivement, là, les moteurs, ou les faiblesses, ça va être plutôt la crédulité. L'émotion va être plus mise en pratique que la raison. Et à l'intérieur d'un saloon, comme à l'intérieur de la médecine quantique, on peut s'enivrer de croyances. Donc sur le thème de l'enivrement, on peut résumer ainsi: la médecine quantique, ça a la couleur de la science, le goût de la science, mais ce n'est pas de la science. Donc effectivement, la médecine quantique bénéficie, et elle n'est pas la seule, hein, d'un effet Canada Dry pour ceux qui veulent effectivement la consommer. Alors, à gauche, effectivement, j'ai pris, hein, c'est facile, sur Google Images, quelques images associées à la physique quantique. Donc vous avez effectivement de nombreuses équations, tout aussi repoussantes les unes que les autres, si on ne sait pas à quoi on a affaire. Et par contre, Bertrand a dit qu'on avait du mal à avoir des images mentales de la physique quantique. Alors par contre, la médecine quantique, là, les images mentales, j'ai fait juste un petit extrait, hein. Donc là on y va, il n'y a pas de limite, hein. Donc là voilà, on est l'homme dans le cosmos, les ondes, les postures, le cerveau, l'homme de Vitruve recyclé, voilà. Donc un beau dessin vaut mieux qu'une équation. Et c'est vrai que c'est plus facile d'accès, j'en conviens. Donc la médecine quantique, en fait, il y a une sorte de continuum, hein, avec des médecines qu'on appelle informationnelles ou énergétiques. Alors il y a une sorte de triumvirat conceptuel où les trois mots importants sont quantique, énergie, information. Et avec ça, vous ratissez assez large. Alors là, c'est le cas d'une page, hein, par un exemple, une capture d'écran. Vous voyez, qu'est-ce que la médecine quantique? Médecine dite informationnelle, intelligence du corps et de l'énergie. Voilà, donc c'est un exemple d'utilisation assez ramassée des trois termes. Là, je fais juste une petite parenthèse. Je suis content parce qu'elle est parmi nous, Brigitte, parce que dans ce site, j'ai mis le culot et quantique, et il y a plusieurs extraits, et il y a un extrait d'article, des thérapies quantiques revisitent la physique quantique, qui est un extrait de Brigitte Axelrad, donc qui est membre de la FIS, et qui écrit dans la FIS, qui a écrit un article sur la médecine quantique en janvier 2013, et il y a effectivement un extrait tout à fait avéré, sans transformation de ce qui est dit dans cet article. Seulement c'est un extrait, hein, donc un extrait qui est juste pour décrire ce que disent les promoteurs de la médecine quantique. Voilà. Donc,
pour vous dire que dans Internet, on peut avoir même l'exploitation de véritables informations dans des sites complètement dévoyés. Donc bravo à, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Donc la médecine quantique est tout sauf isolée, donc il y a des affinités avec, alors j'en ai mis un peu au hasard, hein, mais je parlerai plus spécialement de la morathérapie parce que je me suis intéressé plus particulièrement à ça. Donc les mots biorésonance, on arrive à la naturopathie, les huiles essentielles, géobiologie, mais j'aurais pu en mettre d'autres, voilà. De proche en proche. Je pense qu'on arrivera à cerner toutes les thérapeutiques parallèles. Et puis donc vous avez un réseau quand même, des écoles et des formations. Alors on va rentrer dans le concret, donc je vais décrire brièvement deux écoles. L'école française de bioénergétique quantique, c'est du lourd, et l'école européenne de l'énergie. Alors pourquoi j'ai pris celle-là? Parce qu'elles sont situées pas trop loin de Marseille. Donc vous en avez une qui est à Caderousse, au sud d'Orange, donc l'école française, enfin, donc, qui est théoriquement localisée là, localisation un peu virtuelle en fait. Et puis vous avez une école européenne de l'énergie à Villeneuve-les-Avignon. Voilà. Je dis que c'est un peu virtuel parce qu'en fait, quand vous cherchez les adresses et si vous faites du Street View, vous ne voyez pas d'école comme au sens traditionnel du terme. Hein, voilà. Mais sur Internet, par contre, tout est beau. Donc voilà, par exemple, sur l'école française de bioénergie quantique, si vous voulez donner un sens élevé à votre vie, c'est le site qu'il vous faut. Donc en l'occurrence, c'est un très très beau site. Hein. Il y a un investissement derrière pour le design. Voilà. Donc derrière cette école, il y a un formateur avec un pseudonyme rassurant. Il a un pseudonyme un peu performatif finalement. Il s'appelle Yannick Vérité. Ça ne s'invente pas, hein, voilà. Avec ça, comment voulez-vous qu'il mente? Le pauvre, il n'a pas le choix. D'ailleurs, il pond des phrases comme genre la pathologie est un message de l'âme qui se manifeste avant que la personne opère un changement. Voilà, réfléchissez. Donc Yannick Vérité, bon, j'en ai suivi un peu sa trace, mais il a eu plusieurs aventures, mais notamment c'est un touche-à-tout. Hein, vous voyez, il a fait de la kinésio, du décodage biologique, de la psychogénéalogie, de la naturopathie, de la bioénergie, de la géobiologie, de l'hypnose spirituelle, je ne vais pas souligner, mais bon, c'est pas mal non plus. Bon, enfin bref, il a un sacré CV. Hein, et donc surtout, il se passionne pour l'approche quantique. Là, c'est vraiment sa passion. Voilà. Et donc, et en fait, son approche personnelle, parce qu'il a quand même un ego, c'est d'aider à fonctionner sur une vibration plus élevée, et de vous aider à vous reconnecter à votre lumière, à votre double de lumière. Ce qu'il appelle le double quantique, par ailleurs. Hein. Donc là, la dualité onde-corpuscule, comme je l'ai indiqué en vert, n'est pas loin. Hein, c'est une transposition de la physique quantique. Donc physique quantique, saut quantique. Alors, j'ai encadré ça parce que dès qu'une approche est compliquée, c'est le mental qui interfère. Ça, c'est un avertissement. Surtout, ne réfléchissez pas, hein, parce que sinon, ça va interférer avec la pratique. D'accord. Bon, on est prévenu. Enfin, il faut décoder. Hein. Sa motivation, alors il propose des séances à son cabinet et à distance aussi. Bon, ça, c'est quand même, à l'heure où nous vivons, c'est quand même facile. Bon, et puis donc pour vous reconnecter encore, j'ai souligné le double quantique. Hein. Le quantique est toujours par là. Donc les soins, alors c'est un titre, il y a énormément de pages, donc j'ai fait des petits extraits parce que vous voulez passer une journée à lire toute la prose de ce monsieur Vérité. Alors là, j'ai extrait quoi pour... Ah oui, du diagnostic à thérapie, comprenne qui pourra, oui, parce que là, la connexion des fusibles sources. Bon, enfin, il y a des trucs un peu difficiles à comprendre pour moi en tout cas. Hein. Et donc, vous avez alors là, c'est juste des extraits de détails. Il détaille tout sur le travail thérapeutique de la première séance, des séances suivantes. Alors là, vous nettoyez. Hein. Là, vous connectez, vous équilibrez éventuellement, et là, vous nettoyez. Dans la lignée familiale, les deuils non faits par exemple. Hein. Et vous nettoyez des implants. Et pourquoi pas les croyances limitantes, tout ça. On nettoie, là c'est du Karcher. Alors j'ai mis chercher le quantique parce que là on a quand même viré pas mal. Il y a des formations, hein, parce que bon ça peut en intéresser certains, j'y ai pensé. Formation de bioénergéticien quantique, formation en transformation quantique, puis d'autres, hein, je ne suis pas exhaustif. Donc une approche quand même scientifique.
Ah oui, c'est prouvé. Bon, l'envers, c'est moi qui rajoute évidemment. Donc les découvertes de la physique quantique sont sorties des laboratoires de physique. Bon, ça c'est un truisme, mais elles deviennent étonnantes, saisissantes et parfois même miraculeuses. Alors là, j'ai souligné, la bioénergie quantique est une technique innovante, inspirée des plus grands guérisseurs. J'ai dit, attention, oxymore. Parce que si on a du mal à associer guérisseur et technique innovante. Voilà, bon, puis une phrase que je vous laisse méditer. La science nous prouve progressivement que rien n'est ce qui semble être. Voilà, ça c'est la science qui le dit. Hein. C'est pas moi, c'est pas moi le petit scientifique, c'est la science qui le dit. Voilà, alors, bon là j'ai pas mis tout mon titre. Donc effectivement, on parlait de l'argent, hein, monsieur de la Mivilude. Ben voilà, donc vous pouvez vous renseigner, vous inscrire surtout. Vous avez 4 600 € à débourser avec des facilités de paiement. Enfin, vous vous débrouillez pour vous restaurer et vous héberger, hein, d'accord? Ok? Ça c'est juste la formation pour écouter monsieur Yannick Vérité. En fait, bon, il y a un petit côté quand même. La richesse ne peut alors que si elle est partagée. Hein, bon, et on reverse un petit peu de recettes à je ne sais plus quoi. Oui, à la boîte de scolarisation et de développement. Là, quand même, ça vaut le coup d'y aller. On fait une bonne action en plus, surtout pour Monsieur Vérité. Alors voilà, donc après, bon, effectivement, on parlait aussi des conférences grand public, dans des lieux publics. Bon, j'en ai pris une au hasard, les rencontres Prométhée. Il y a Yannick Vérité qui devait parler pendant 1 heure sur le biochamp, l'interface entre nous et l'univers, et en compagnie de gens beaucoup plus médiatiques que lui. Lise Bourbeau, je ne sais pas si vous la connaissez, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et puis surtout l'inanarrable professeur Joyeux, hein, voilà, encore un patronyme performatif. Voilà. Donc, voilà, Joyeux, il n'a jamais été non plus. Il n'a pas eu tellement de frein de côtoyer certaines personnes dans celle-là. Enfin, vous savez que maintenant, il a été radié. Voilà. Bon, et non pas irradié. Alors maintenant, on attaque encore plus fort l'école européenne hein, d'énergie. Voilà. Alors là, donc une petite phrase de Nikola Tesla, ça me fait pas mal. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, fréquence et vibration. Toujours la vibration, l'énergie, hein, toujours là. On trouve sur le site les pères fondateurs de la médecine quantique. Bon, il y a tout un blabla, je vous montre juste les photos, ils sont bien là, c'est bien les bonnes photos. Voilà, la médecine énergétique est née des incroyables découvertes de la physique quantique. Hein. Effectivement, là, la paternité est tout à fait indiquée. Vous avez des formations spécialisées, le système Mora, la bioélectronique de Vincent, une approche globale, scientifique quand même, bioénergétique, métaphysique, quantique. Bon, voilà. Donc on mélange un peu tout et on fait des choses intéressantes. Le public, alors il y a des professionnels, hein, mais aussi des particuliers. De toute façon, à partir du moment où vous payez, tout passe. Et donc, on vous promet quand même des métiers passionnants. Nouveau et passionnant. Voilà, bioénergéticien, géobiologue expert en environnement, coach en énergie, bioconsultant, etc., etc. Donc là, on vous donne des perspectives, ce qui peut intéresser effectivement des gens qui sont en mal de travail. Voilà, alors pour la localisation, c'est pas au hasard la localisation quand même, parce que c'est dans une ville riche au niveau historique et énergétique, Villeneuve les Avignon, sachez-le. Et là, nous avons aussi un formateur qui s'appelle Didier Fournier. Voilà. Bon, il met un peu son CV. Voilà. Et donc, il a quand même centre agréé ACMOS d'Avignon. Alors là, comme on ne sait pas ce que c'est, on se dit que ça fait sérieux. Et puis, quand on sait ce que c'est que l'ACMOS, c'est l'accord du corps matière aux ondes suprasensibles. Donc voilà, encore la dualité, on corpuscule une façon de la traduire comme ça dans le vocabulaire. Voilà. Donc toujours aussi sous-jacente, on ratisse avec la médecine traditionnelle chinoise jusqu'à la médecine quantique. On aime bien à la fois la tradition et l'innovation. Alors maintenant, je vais juste parler de Mora-thérapie. Donc c'est une méthode, donc Mora-thérapie, le mot ERA, c'est pour les initiateurs, Franz Morel et Eric Rache, qui étaient l'un docteur, l'autre ingénieur, donc des gens très sérieux. Et qui ont mis au point une méthode tout
tout à fait original qui s'appelle Morathérapie, qui est associé au mot biorésonance. Et donc là, c'est du sérieux parce qu'il y a de l'appareillage, il y a de l'électronique, il y a de l'informatique, on ne rigole plus, il n'y a pas de manipulation tactile ou je ne sais quoi. Voilà, donc là c'est sur notre site, je vous présente un appareil, le Mora, la version Super Plus. Voilà, alors, c'est là où j'ai fait un peu de travail de terrain, et du coup ça m'a mis sur les rails du travail de terrain, un peu par hasard. J'ai entendu quelqu'un qui faisait un peu de la promotion de la médecine quantique, j'ai dit n'importe quoi. Donc j'ai réussi, après différentes approches, à convaincre la personne de m'en parler. Donc voilà, une séance de morathérapie, ça se passe près de chez vous, hein, ça c'est à Marseille, hein, je connais 2 adresses maintenant. Donc ça c'est sa description. Vous avez donc une machine là, voilà, ça fait scientifique, et vous êtes relié à cette machine par des sons dans les tons qu'on peut éventuellement disposer sur différents points d'acupuncture, hein, tant qu'à faire. C'est un appareil de type GG, m'a dit. Bon, alors, je traduis. Donc il y a un cadran qui vous donne l'équilibre de vos différents organes. Voilà, avec juste un voltmètre, et puis hop, si c'est pas 50, il y a défaut ou excès, et donc là on vous prescrit des huiles essentielles ou des extraits de plantes. Et on retrouve l'équilibre qu'on peut tester la séance d'après. Il y a aussi une série de voyants lumineux, d'après ce que j'ai compris, qui affichent des bandes de fréquences. Là, c'est pas moi qui parle, mais la personne, qui est civilisée en différentes parties, cancer, psychisme, bactéries, microvirus, génétique. Et là, on arrive à capter des ondes. Là, par exemple, des ondes, ça vous parle, des ondes, c'est une sinusoïde. Et puis, on a une onde, vous n'êtes pas bien, il y a une onde, et on va faire de la correction inversée, c'est-à-dire on va prendre l'onde inverse. Donc, en pointillé, vous avez l'onde inverse. Bon, ça c'est facile. Et là, dans ce qu'elle m'a raconté, il irradiait une coupelle d'eau de source, additionner quelques gouttes d'alcool, sans doute pour faire plus sérieux, je ne sais pas. En tout cas, elle irradie avec la bande de fréquence inversée, et ça fait de l'eau irradiée, entre guillemets, et donc ce qu'on appelle le Morasol, qui constitue donc un médicament à emporter. Voilà, donc ça c'est du vécu. Ça m'a été décrit il y a 3 semaines. Donc, un terrain propice à la révélation. Donc, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir comment il est venu à ça. Bon, j'ai maquillé les prénoms, mais peu importe. Donc, en fait, il y a 15 ans de ça, elle a eu un examen chez le borathérapeute basé sur l'autre chose, la bioélectronique de Vincent. Et là, c'était terrible. Alors qu'elle avait 40 et quelques années, elle avait un corps physique de 90 ans. Hop, le choc. Et effectivement, elle était dans un état d'épuisement consécutif à des soucis personnels importants. Départ du mari, décès de proches, cambriolage de la pharmacie, parce qu'elle est pharmacienne. Voilà, bon, effectivement, constat accablant, et voilà, donc ça l'a engagée, et pendant 15 ans, elle a vu ce morathérapeute au rythme d'une fois par mois. Enfin, vous pouvez calculer, sachant qu'une séance, je ne sais pas, je ne vais pas demander le prix, hein, je ne vais pas aller jusque-là, mais je sais que sur Internet, c'est entre 70 et 100 euros la séance. Donc, ah oui, bon, il y a le fait que la mère de Georgette, elle est morte d'un cancer de l'ovaire. Donc, l'appareil de Robert a détecté, dans la partie de la bande de fréquence qui correspond à la génétique, un potentiel à développer elle-même un cancer de l'ovaire. Paf! Et donc, ça aboutit à un nettoyage. Je ne sais pas comment elle a été nettoyée. En tout cas, elle a fait profiter sa fille, qui était âgée de 18 ans à l'époque. Elle a subi le même nettoyage. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt de la morathérapie, quand même, c'est de détecter les maladies avant qu'elles ne se développent et de tuer le serpent dans l'œuf. Voilà. Bon, après, il y a le fait de la transmission génétique du état de santé. Bon, voilà. Et puis, je termine juste avec le fait que Georgette m'a regardé droit dans les yeux. On était pareil. Elle est cartésienne et ouverte, comme moi. Et donc, elle a fait des études de pharmacie, donc cartésienne, donc c'est son côté cartésien, et ouverte parce qu'elle est ouverte aux médecines alternatives. Et donc, pour elle, la morathérapie est basée sur des données scientifiques, conçues par 2 médecins. C'est pas vrai, d'ailleurs, aussi un ingénieur, mais bon, c'est du sérieux, tout comme la médecine quantique. Voilà. Et elle est pragmatique, et en fait, elle pioche dans tout ce qui peut marcher. Et donc, voilà. Et alors, j'ai mis la succession est assurée. En fait, j'ai remplacé Robert, en fait, puisqu'il est tout à fait officiel, et on le trouve sur Internet, il s'appelle Thierry Lebrun, qui officiait, parce qu'il a pris sa retraite dans le quartier de Mazargues, qui officiait, mais avec sa plaque, c'était pas le morathérapeute,
psychiatre, les psychiatres de formation, et il a écrit ce bel ouvrage, par exemple, les nouvelles voies de guérison, de la guérison psychique, de la médecine chinoise à la médecine quantique. Et donc, sachez que cette Georgette envisage de se former avec cet individu, qui en a formé d'autres sur Marseille, je l'ai appris très récemment, et d'acheter le matériel de morathérapeute. Alors, on regarde qu'est-ce qu'il y a comme matériel sur le marché. Il y a une technologie qui évolue, maintenant vous voyez comment le design évolue. Ça, c'est le site numéro 1 sur la morathérapie, j'ai pas été n'importe où. Le prix, par contre, j'ai cherché désespérément. Peut-être que j'ai peut-être un blocage, je ne sais pas. Et donc, il y a une norme, ISO 9002, ah oui. Ça, c'est intéressant qu'il y ait une norme. Ça serait quand même à vérifier. Ceci dit, si c'est un appareil électronique, ça peut être juste la norme électronique, point. C'est-à-dire que la norme ne valide pas la méthode, mais l'appareil. Voilà. Comment ? Oui, voilà, on ne risque pas de s'électrocuter. Ça, c'est déjà une... Alors, si elle veut acheter, effectivement, il y a de la concurrence, parce qu'en fait, il y a plein de sites. Là, je vous ai un site anglo-saxon avec des vibrations qui vont changer votre vie. Vous avez des designs et tout, maintenant ça suit la mode. Donc c'est aussi pour vous montrer que c'est tout en extinction. Il y a des nouveaux appareils, il y a du business, et les appareils, quand même, il faut le fabriquer, ça. C'est pas bricolé, ça. Voilà. Donc en guise de bilan, une recherche de légitimité scientifique par des incompétents, c'est-à-dire des gens quand même qui n'y comprennent rien, comme moi, à la mécanique quantique, pas grand-chose. Un vernis quantique en guise de référence, un travestissement des termes, la dualité corpuscule, l'énergie, tout ça, un petit jargon préformatif, qui ne connaît guère de limite, parce que j'aurais pu vous montrer des trucs encore plus délirants sur la reprogrammation de l'ADN et tout ça. Des écoles apparemment bien implantées, je dis apparemment parce que c'est sur le web, alors j'ai pas été les voir, mais quand j'ai essayé quand même de voir qu'il y a les pages jaunes, tout ça, c'est beaucoup plus flou là, ou alors ça se cache derrière d'autres appellations plus anonymes. Voilà. Un public éventuellement éduqué, c'était le cas de mon interlocutrice, et qui sans doute y croit très sincèrement, en tout cas c'est l'impression qu'elle donnait. Une pratique qui est exercée et transmise dans l'ombre, quand même, les marathérapeutes, j'en connais maintenant un autre aussi du côté de Banon, il s'affiche, je crois que du côté de Banon, il s'affiche peut-être morathérapeute, mais il faut dire dans cette région, Fort-Calquier, Banon, c'est un peu spécial, il y a beaucoup plus de vibrations et d'énergie. Non, c'est vrai, plus j'en apprends dans cette région, plus c'est intéressant. Et puis donc il y a tout un business en termes d'appareillage, de formation, il y a des séances, tout ça c'est un coût, c'est de l'argent. Donc juste, je finis, je conclue vraiment, vous allez apprendre la nouvelle tendance, vous ne serez pas venu pour rien. Si vous mettez quantique et épigénétique, en fait l'épigénétique c'est un peu mon domaine, alors c'est pour ça, et je savais que ça allait être utilisé. Et donc c'est la nouvelle tendance. Alors si vous faites quantique et épigénétique, vous sortez tout plein de trucs. Et donc ça vous montre qu'aussi on peut rebondir sur des nouveaux concepts. Donc c'est quelque chose de dynamique qui se ralimente avec des nouveaux concepts. Et voilà, donc j'ai dit épigénétique et quantique, une alliance rationnelle, entre guillemets, deux mots qui résonnent. En fait, qu'est-ce qu'il y a de point commun? L'épigénétique, c'est pareil, c'est le coffre-fort. Alors il y a la version médiatique, je connais très bien, et puis il y a la version scientifique, déjà les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, donc voilà. Et donc l'épigénétique c'est compliqué. Et voilà, et c'est comme la médecine quantique, donc il faut évidemment avoir des médiateurs qui vont utiliser cela. Et en fait, vous n'y comprenez rien, moi non plus, et c'est tant mieux, en fait, voilà. Et donc en fait c'est quelqu'un qui n'y comprend rien qui explique à quelqu'un qui n'y comprend rien. Donc au bilan, ça n'avait pas beaucoup de connaissances. Voilà, j'ai souligné les progrès scientifiques valident ce que les médecines ancestrales ont toujours soutenu, toujours la référence aux racines. Voilà. Et je crois que je termine par un petit trait d'humour, voilà, un dessin de Monsieur Chase. Donc on est là, Monsieur Heisenberg a associé son nom au fait qu'on ne pouvait pas connaître à la fois la position et la vitesse d'une particule, comme l'a rappelé Bertrand. Et donc là, on est dans le plan du département de physique de M. Heisenberg, et on dit que vous êtes probablement ici. Voilà, à peu près là. Ça, c'est quantique. Voilà. Et bien, je m'arrête sur ce trait d'humour. Comment est-ce que... Ah, bon. Si vous avez 6 000 €, vous pouvez...
avoir la version sans les options peut-être. C'est pas cher, hein, pas cher. Hein. Juste ajouter un mot, c'est que, bon, pour ce qui est des médicaments, les médicaments, pour qu'un produit puisse être vendu comme médicament, il faut qu'il ait eu l'autorisation de commercialisation fondée sur des essais montrant qu'il a une certaine efficacité. Pour ces appareils, à partir du moment où ils ne sont pas homologués comme dispositif médical, il n'y a en fait aucun contrôle qui fasse ce qu'ils sont censés faire. Je vais donner une piste de réponse à madame par rapport aux appareils, que ce soit celui-là ou l'électromètre ou d'autres. Je me demande si on ne peut pas étudier la possibilité de porter plainte, 1, pour publicité mensongère, 2, pour escroquerie, 3, pour exercice illégal de la pharmacie, il faut voir, et 4, pour exercice illégal de l'art de guérir. C'est quelque chose à étudier à mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, merci. Etc. Donc je ne les défends absolument pas, d'autant plus que les exposés étaient très clairs et assez amusants, bien que pas mal orientés, mis à part le premier. L'essentiel quand même, on a dit que l'expérience de Georgette, c'est qu'elle est sortie, convaincue ou non, avec des effets ou pas, elle se sentait mieux, quoi. Et finalement c'est ça qui est important, quoi. Je vais pas simplifier tout là-dedans parce qu'on peut tomber dans une secte juste à cause de ce principe. Mais fondamentalement, un effet reconnu scientifiquement qui est l'effet placebo, qui est un vrai effet qui peut carrément porter atteinte positivement à la santé de quelqu'un, peut reposer sur une non-ingestion de produits, enfin sur rien du tout, sur du vent, ce qu'on est en train de critiquer. Donc est-ce qu'on les fout tous à la porte en disant vous faites n'importe quoi parce que c'est pas prouvé, ou est-ce qu'on regarde les gens qui en sortent, qui se disent j'ai payé 40 balles et je me sens mieux? C'est quand même l'essentiel. Juste concernant l'effet placebo, je rebondis parce que j'ai lu dans une revue que je qualifierais de sérieuse, Nature, j'ai lu une sorte de reportage et qui fait état du fait qu'on peut utiliser l'effet placebo avec des patients qui ont conscience que c'est un effet placebo. Ce qui peut être surprenant de premier abord, mais il y a des études scientifiques qui sont en train d'être faites. Et effectivement, l'utilisation du placebo, ça c'est une piste tout à fait intéressante, sachant qu'il y a les mécanismes les circuits neuronaux derrière sont intéressants à connaître, hein, ils sont plus ou moins connus maintenant d'ailleurs. Mais par contre, on peut effectivement, avec des individus conscients d'un effet placebo, on peut les traiter avec des placebos, et c'est ce qui m'a surpris, mais c'est une... Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse dire, en fait, la vérité aux gens. C'est vrai que Georgette a été soulagée, elle l'attribue au diagnostic puis à la thérapie. Le problème, c'est que j'en suis pas convaincu, moi. Et donc est-ce qu'on doit être sur le principe du ça fait du bien, permettre tout au titre du ça fait du bien ou pas? C'est là un débat qu'il y aura ultérieurement. Hein.